Un petit bout d'histoire contemporaine aujourd'hui, comme il m'arrive de le faire régulièrement. L'histoire d'un président de la République jeune et moderne, qui donne un grand coup de frais dans la vie politique. Emmanuel Macron ? Non. Valéry Giscard d'Estaing. Le grand moment de votre septennat, c'est la construction européenne. Et vous avez pour partenaire, à ce moment-là, un chancelier qui s'appelle Helmut Schmidt. Et ça aurait pu très mal se passer avec lui, parce qu'il était socialiste, manifestement. Pas socialiste, social-démocrate. Social-démocrate, manifestement, en tout cas vous n'étiez pas social-démocrate. La France était déjà à la traîne ou en difficulté sur le plan monétaire lorsque vous arrivez au pouvoir. Et tout de suite, lorsque vous êtes installé à l'Élysée, la première rencontre, c'est avec lui, et ça se passe très bien. On va voir des photos, mais comment expliquez-vous, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Deux choses. D'abord, nous nous connaissions, personnellement. Il était ministre de l'économie allemand et j'étais ministre des finances et de l'économie français. Et donc nous avons travaillé ensemble pendant la présidence du président Pompidou dans toutes les réunions internationales. Deuxièmement, nous avions fait la guerre, tous les deux. Lui du côté allemand, il était allé jusqu'à Moscou, et moi du côté français, j'étais allé jusqu'au lac de Constance et l'Autriche. Et puis, nous avons été les acteurs de la réconciliation. Nous sommes vus la première fois chez Jean Monnet, qui avait un appartement au bout de l'avenue Foch à Paris, et dans lequel il réunissait ce qu'il avait appelé le Comité pour les États-Unis d'Europe. Et c'est là que moi j'ai rencontré Helmut Schmidt. Donc au fond, nous avions la même expérience, nous croyions les mêmes choses et nous voulions faire les mêmes choses. Et vous avez fait le SME, Système monétaire européen, qui annonçait l'euro. Qui a annoncé l'euro, absolument. Et ça, c'est votre grand acte? Nous avons fait plusieurs choses. Nous avons fait le Conseil européen, dont vous parlez dans vos informations, et ainsi de suite, comme une chose banale, mais qui n'existait pas. C'est la réunion périodique des chefs d'État et de gouvernement européens. Nous avons fait l'élection du Parlement au suffrage universel, qui a eu lieu en 1979. Donc jusque-là, il était nommé par les parlements nationaux, il n'était pas élu. Donc on a beaucoup fait avancer les choses. Parlons un peu de l'actualité. On a entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen, avant l'heure. Est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes? Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Emmanuel Macron, aujourd'hui, président jeune, très européen, vous vous dites, c'est un héritier? Il est convaincu, enfin c'est un Européen convaincu. Et il cherchera, et j'espère trouvera, les solutions qui sont nécessaires à l'heure actuelle. Comme on l'a déjà dit, nous avons des élections européennes dans 2 ans. Il faut que dans la population de l'Europe, dans les gens qui vivent ici ou là, les jeunes, les moins jeunes, ils se disent, mais c'est une occasion positive, on va pouvoir faire quelque chose. Et non pas une occasion punitive, on va pouvoir sanctionner une mauvaise gestion. La jeunesse... C'est parce qu'on appelle l'Europe quelque chose qui n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est une trajectoire. C'est pas un État stationnaire. C'est une trajectoire qui a pris son départ au lendemain de la guerre par 2 voix françaises, Robert Schuman et Jean Monnet. Un démocrate chrétien d'un côté, un socialiste modéré de l'autre. Les partisans du oui ont encore 8 jours pour convaincre. Les Français sont en effet très indécis. Notre sondage réalisé par BVA le montre bien, c'est 50-50. Mais cette indécision ne semble pas inquiéter outre mesure Valéry Giscard d'Estaing. Il reste confiant. Il l'a dit hier dans la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand. Je pense que le courant des derniers jours ira en direction du oui, et je veux dire pourquoi. C'est que même ceux qui entendent des critiques du traité de Maastricht, je crois qu'ils sont attachés à l'idée de l'union de l'Europe. Et d'ailleurs, quand on demandait au début de cette campagne, est-ce que vous êtes pour l'union de l'Europe, il y avait près de 70% des gens qui disaient oui. Alors au dernier moment, quand ils se poseront la question, est-ce que mon vote risque de mettre en danger l'union de l'Europe, je crois qu'ils diront c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. On ne peut pas le prendre vis-à-vis de nous, on ne peut pas le prendre vis-à-vis de nos enfants, on ne peut pas le prendre vis-à-vis de la paix, et que donc au dernier moment, je pense que c'est le courant des oui qu'on va voir monter. En tout cas, je l'espère et je ferai tout mon possible pour cela. Mais je dis, il ne faut pas laisser briser l'outil de production des Français. Et on l'a laissé briser. Regardez ici, autour de nous. Qu'est-ce qui est fabriqué en France?
Les caméras ne sont pas fabriquées en France. Les écrans de télévision ne sont pas fabriqués en France. Les ampoules ne sont pas fabriquées en France. Tout ça, c'était fabriqué en France. Donc on a, en 30 ans, en réalité, fait disparaître une grande partie de la capacité productrice française. Par exemple, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing souhaite humaniser les conditions de vie dans les prisons, mais en 1980, le projet de loi adopté au Parlement vise à réprimer plus sévèrement la délinquance. Troisième exemple, le chef de l'État lance obstinément des appels à l'unité et rencontre ses adversaires politiques en province. Mais quand le débat s'engage, il réplique et attaque vivement. Et à ceux qui lui reprochent d'avoir eu de politique ou de visage au cours de son septennat, Valéry Giscard d'Estaing répond et répondra qu'il a choisi la ligne du juste milieu. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Valéry Giscard d'Estaing, ne partez pas, restez avec nous. J'ai failli partir. Non, vous êtes très ému en revoyant ces images. Oui, d'abord, tous ces textes, c'est des textes écrits par moi. C'est vous-même? Oui, à la main, j'écris à la main, c'est le papier, etc. Donc ces textes écrits, auxquels je réfléchissais quelques jours, là, 2 ou 3 jours simplement, que je connaissais à peu près par cœur, mais enfin que je préférais lire parce qu'il y a une sécurité de la lecture. Et bon, j'avais, parce que c'était mon caractère, prévu soit la victoire, soit l'échec. Et j'avais imaginé un discours dans un cas ou dans l'autre. Ce que j'ai dit en partant, je l'ai dit de mémoire, je n'ai pas de papier, etc. Ouais. Il y a des moments d'une intensité incroyable quand vous êtes, je crois, dans le premier char qui entre dans Constance. Vous défilez devant le général de Gaulle, ensuite c'est en juillet 45. 45. L'image qui vous reste de ça, on vous imagine jeune homme. Ces images, ouais. Il se trouve que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Donc je me souviens de toutes les images de ma vie, en fait. Et si vous m'interrogez sur celle-là, je peux vous décrire ce qui s'est passé et ce que j'ai ressenti, qui était une très forte émotion. D'ailleurs, lorsque j'étais président de la République, j'ai refait un défilé à la Bastille. Parce que le défilé traditionnel, c'est sur les Champs-Élysées, tout le monde le connaît. Mais moi, je vais défiler à la Bastille devant le général de Gaulle, et je voulais le refaire une fois. 12 hommes composent le commando. Sur cette photo, Varga Laszlo, Sari Djula, Louis de Condé, Laios Marton, Gérard Buisine et Alain de la Tocquenay. Je suis allé donc à cette première réunion, premier briefing, au mois de mars 62. Je crois qu'un général de la police qui s'appelle Jacques Cantelaube, il prenait le contact avec nous quelques mois après notre premier briefing. Il voulait voir un chef de l'OAS et il a donné son nom. Et on a organisé une rencontre entre le général de police, qui était le responsable suprême de la protection de De Gaulle. Incroyable, le responsable suprême de la protection de De Gaulle donnait des renseignements à l'OAS qui était en train d'essayer d'assassiner le général de Gaulle. Oui. On a dit que dans l'entourage de De Gaulle, il y avait également des gens qui auraient eux-mêmes contribué à donner des informations de cette nature. Ça a été écrit. Oui, quelle est votre lecture? On nous a dit au début qu'il y a quelqu'un qui assiste à tous les conseils de ministres. Et par la suite, ils ont dit ce n'est autre que Giscard d'Estaing, qui avait même un nom de code, B12. Valéry Giscard d'Estaing, un tout jeune ministre des Finances à l'époque, a l'ambition affichée. Giscard aurait eu des relations avec des informateurs de l'OAS. Un fait dérangeant que l'historien Alain Ruscio rappelle dans son livre. Dans ces pages, il cite les propos de Bastien Thierry lors de son procès. Monsieur Giscard d'Estaing, dès cette époque, était inscrit à l'OAS dans l'un de ses réseaux, sous le numéro 12B. Personnellement, et ainsi que beaucoup de personnes qui sont initiées, je sais qui est le 12A, et il n'y a aucune raison que je cite son nom.
Cette personne, on sait probablement qu'elle appartient à l'entourage de M. Giscard d'Estaing. Une théorie confirmée par l'historien qui va même plus loin dans ses révélations. Le schéma semble avoir été le suivant. Giscard d'Estaing, évidemment, par définition, était ministre des Finances. C'est quand même un des 3 ou 4 principaux ministres de Gaulle. Giscard d'Estaing participait au Conseil des ministres. Il avait ensuite des réunions avec son bras droit qui a été, je dirais, sans faire de mauvais jeu de mots, d'extrême droite même, donc Michel Poniatowski. Et Giscard avait dans son cabinet un certain André Regard, qui était un homme de l'OAS, qui était connu comme tel, enfin connu par les initiés. Pour Ruscio, tous les éléments prouveraient que Valéry Giscard d'Estaing serait lié à cette affaire. Ma principale surprise, c'est que cette chose-là soit dans le domaine public depuis 1963, donc le procès de l'attentat du Petit Clamart, dans lequel Bastien Thierry dit cela, c'est imprimé, c'est écrit. À un certain moment, on dit que Giscard a envisagé de faire un procès et que le garde des Sceaux de l'époque, je crois que c'était Jean Foyer, l'en a dissuadé. Alors s'il l'a dissuadé et si effectivement Giscard n'a pas fait ce procès, c'est qu'effectivement il risquait peut-être d'être plutôt sur la sellette. En d'autres temps, le type de conflit que vous aviez eu face à Chirac se serait réglé à la dague, à la mort, au poison. Il y a cette force de haine quand on vit ce genre d'heures? Non, honnêtement, non. Non, il y a un grand destin qui se joue. Oui, ça, oui, mais il n'y a pas cette forme de haine. On ne rêve pas le soir d'un coup de dague. Vraiment, on ne rêve jamais que l'adversaire meure dans la nuit. Non. Vous n'avez jamais éprouvé? Jamais. Non, je ne suis pas quelqu'un de secret. Je suis quelqu'un de réservé. Qui se cache. Non, d'abord, je respecte la loi du secret. Chose fondamentale. Et pour un homme d'État, fondamentale. Je l'ai dit à propos, par exemple, du général de Gaulle. J'ai été, comme ministre, le familier du général de Gaulle, puisque j'avais avec lui une conversation par semaine. Bon, vous avez vu le nombre de mémoires, de citations qui ont été écrites à propos du général de Gaulle. Comme je considérais que c'était des conversations tête à tête avec le chef de l'État, je n'ai jamais utilisé une seule de ces conversations, de ces citations. Vous les utiliserez peut-être un jour. Enfin, le jour où ça ne sera plus utile ou utilisable, je veux dire, si un jour je dois écrire ce qui s'est passé à un certain moment, peut-être le ferai-je, mais certainement pas dans le combat ou dans la lutte politique. Et je crois qu'un homme d'État a le devoir de respecter la loi du secret. Comment est-ce qu'on retient les coups quand on est vraiment comme ça dans un moment historique? On a beaucoup dit, par exemple, qu'il y avait des allusions discrètes à la deuxième famille de Mitterrand, à Clermont-Ferrand, mais que c'était juste une allusion pour dire « attention, je sais ». Non, c'était une allusion très discrète. C'était pour lui. Ouais. Ce n'était pas pour le public. Parce qu'il avait en effet une liaison avec une personne d'ailleurs tout à fait remarquable et charmante, qui habitait à 7 km de chez nous, en Auvergne, et où il venait la voir. Et c'était loin de Clermont-Ferrand, pas très loin, enfin 10 km, 12 km, et c'est la même route que nous prenions pour aller chez nous, en fait. Donc il savait que j'avais beaucoup d'informations sur tout ça, mais je ne voulais pas l'utiliser. D'ailleurs, je n'ai pas dit un mot dans la campagne. Simplement, quand on a parlé de l'économie, et qu'il disait que tout de suite l'économie française avait besoin de nouveaux systèmes, je dis, écoutez, prenons comme exemple la ville de Clermont-Ferrand. Et j'ai fait exprès. Bon, ça le déstabilisait un peu quand même. Voilà. Ouais. Et alors, il a pensé que j'allais développer par rapport à ces visites à Clermont-Ferrand. Pas dit un mot. Vos mémoires, Jacques Chirac, on trouve à la fois des situations, des scènes, des portraits, et celui de Valéry Giscard d'Estaing. Vous ne vous êtes jamais entendu avec lui, ou il ne s'est jamais entendu avec vous? Écoutez, certainement, c'est la première option qui doit être retenue, puisqu'il était le président. C'est vrai que nous avons toujours eu une certaine difficulté à nous entendre. Alors, dans cette difficulté, il y avait d'une part le caractère. Nous avions des caractères différents. Et puis, il faut le dire, il y avait également l'ambition de ceux qui craignaient avant tout de voir leur propre influence sur le président diminuer éventuellement au profit de la mienne. Je pense bien entendu à Michel Poniatowski qui a tout fait pour rendre mes relations avec Giscard difficiles. D'ailleurs, vous publiez toute votre correspondance avec lui qui a abouti, quand vous aviez été Premier ministre, à votre démission.
Parce que vous avez quitté Matignon au bout de 2 ans. L'attelage était impossible. Vous écrivez qu'il se fait une haute idée de sa supériorité intellectuelle. C'est-à-dire, quand vous étiez face à lui, vous avez le sentiment qu'il cherchait à vous le montrer? Il ne cherchait pas à le dissimuler, en tous les cas. Oui. Mais vous racontez que c'est lui qui forme votre gouvernement, qui décide de tout? La seule décision que je réussis à imposer, c'était Simone Veil. Oui. Et justement, vous vous trouvez seul pour défendre la courageuse Simone Veil quand elle se battait pour faire voter sa loi sur l'interruption de grossesse. Oui. Et il était où, lui? Eh ben, je crois qu'il était en Afrique. Mais il avait chassé, probablement. Oui. Vous vous êtes jamais expliqué tête à tête? Je dois dire que non. Je dois dire que non. Et c'est pas surprenant. Donc elles étaient très marginalisées. Il y a eu l'IVG aussi, la légalisation de l'IVG avec Simone Veil. Simone Veil l'a défendu simplement au Parlement. Mais l'idée de ne pas poursuivre venait de ma campagne présidentielle. Parce que le système était tel que lorsqu'il y avait un avortement, on poursuivait la personne et le médecin. Et on pouvait les condamner à 6 mois d'emprisonnement. Ça datait de 1917, un texte étrange. Non ? C'était inacceptable. Le pape François a comparé les médecins qui pratiquent l'IVG à des tueurs à gages. Vous êtes catholique, vous avez été président. Est-ce qu'il se trompe, le souverain pontife? Je regrette cette expression. J'ai rencontré pendant mon septennat les papes qui étaient en fonction. Ils m'ont dit qu'ils étaient en désaccord. Je leur ai dit qu'à mon avis, ils se trompaient, mais enfin que c'était naturellement leur responsabilité personnelle, mais que je ne changerais pas la mienne. Elle avait une volonté inébranlable, un caractère indomptable, c'est pour ça qu'on l'avait surnommée la Dame de Fer. Elle n'avait pas beaucoup de considération pour ses interlocuteurs, parce qu'elle pensait qu'ils étaient plus faibles qu'elle. Ce qui n'était pas nécessairement vrai, mais ils pouvaient être ouverts à certaines de ses demandes. C'est ainsi qu'avec le chancelier allemand de l'époque, Helmut Schmidt, nous avons accepté la demande de Mme Thatcher de modération de la contribution britannique au financement de l'Europe. Et cette réduction est restée en vigueur jusqu'à aujourd'hui. C'était donc un succès pour Mme Thatcher. La sortie de l'Union européenne est décrite par un article qui est l'article 50 du traité de Lisbonne. Et cet article est la copie pure et simple de l'article 59 du projet de constitution. Cet article 59, j'ai des raisons de le connaître, parce que c'est moi qui l'ai rédigé. Donc j'ai rédigé l'article du Brexit. Pourquoi a-t-on introduit cet article? C'est parce qu'il y avait à l'époque une campagne de presse ou d'opinion dans des milieux anglo-saxons, donc vers 2004-2005, pour dire que l'Europe était une prison. Et qu'une fois qu'on était entré dans le système européen, on ne pouvait plus en sortir. Même si on avait des raisons de le faire ou des choix qui ont changé. Et donc, on a rédigé ce texte, et je m'aperçois déjà que la communication, qui est le grand instrument destructeur de notre société à l'heure actuelle, que la communication commence à dévier sur l'interprétation du traité. Par exemple, il y avait dans un grand journal ce soir le fait que si la négociation n'aboutissait pas pendant 2 ans, elle pourrait se prolonger. Elle ne peut pas se prolonger. Au bout de 2 ans, la négociation s'arrête et le pays quitte l'Union européenne. Alors la Commission s'est empressée d'intervenir. Elle a nommé un responsable et elle est présente dans la communication sur le sujet. Or, ce n'est pas la Commission qui va négocier, c'est le Conseil. Le Conseil, c'est la réunion des chefs de gouvernement, nous disons, à cause de notre pratique française, chefs d'État et de gouvernement sont les chefs de gouvernement de l'Union européenne. Et ce sont eux qui vont négocier le Brexit, ce n'est pas la Commission. Pourquoi? C'est parce que le Brexit a pour objet l'application des traités, et non pas de directives particulières ou de décisions administratives. Or, les traités
ont été négociés et sont ratifiés par les gouvernements. Donc la Commission peut fournir une expertise, mais les décisions seront prises par le Conseil. Il faut donc dès à présent savoir, se préparer au fait que le Conseil devra, le moment venu, exercer sa responsabilité dans une négociation très difficile. Parce qu'il ne peut pas y avoir de modification des traités. D'abord, personne ne le propose. Les traités doivent être, comme vous le savez, ratifiés à l'unanimité. Et il n'y a pas d'unanimité parmi les 28 membres actuels pour une modification des traités. Donc, les Britanniques doivent simplement prévoir comment ils sortiront, c'est-à-dire comment ils supporteront les conséquences de leur Brexit. Et ces conséquences, évidemment, dans une assez large mesure, seront des conséquences négatives. Elle n'était pas très pro-européenne. Elle était ardemment pro-britannique. Et elle concevait l'Europe comme une grande zone de libre-échange. Elle souhaitait d'ailleurs qu'on l'élargisse encore. Elle a fait activement campagne, vous devez vous en souvenir, dans les années 90-2000 pour l'élargissement. Elle souhaitait que la Turquie entre dans l'Union européenne et d'autres pays si possible. Donc elle voyait l'Union européenne comme une grande zone de libre-échange et non pas comme la vision d'une Europe intégrée qui était celle d'Helmut Schmidt et de moi. D'abord, il faut avancer en fixant des objectifs. Ce qui est frappant dans les débats français à l'heure actuelle, c'est que les voix qui s'expriment ne fixent aucun objectif à la poursuite de l'intégration européenne. C'est très étrange. Et quand je pense à nos conversations avec Helmut Schmidt il y a 20 ans, où nous avions à l'avance prévu un certain nombre d'étapes, et notamment la création d'une monnaie commune. Il faut donc à la fois un itinéraire et un calendrier. Et l'itinéraire est relativement simple. C'est pour ça que c'est assez curieux de voir que personne ne le propose par écrit ou par parole. Ça consiste à mettre en commun la fiscalité, en s'alignant sur la fiscalité moyenne du système. S'il y a des questions tout à l'heure, je vous expliquerai comment faire. Ça n'est pas une opération compliquée. Quand nous avons introduit la TVA en France, opération que j'ai faite comme ministre des Finances, c'était une opération beaucoup plus difficile. Mais au contraire, aligner les fiscalités européennes de la zone intégrée, c'est une opération relativement simple. Il faut ensuite mettre en commun les dettes. À l'heure actuelle, si vous regardez la télévision, je me tourne là, si vous regardez les cadrans, tous les jours, les médias donnent la cotation de la dette américaine, sauf qu'elle est l'échelonnement, la dette à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, mais une dette. Et elle donne 18 dettes pour l'Europe. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de signification économique, qu'elles ne peuvent pas être observées, et qu'elles ne peuvent pas être réellement bien gérées. Il faut donc arriver à une dette unique. S'il y a une dette unique, il y aura un trésor européen. Il faudrait souhaiter d'ailleurs que ce trésor européen ne s'installe pas à Bruxelles, où il n'y a pas de raison d'être, mais s'installe dans la zone continentale, probablement à Strasbourg, pour avoir un tandem Strasbourg-Francfort, Francfort pour la monnaie, Strasbourg pour la dette. Il faudra que l'on... Et c'est pour ça que je... S'il y a le marché commun, marché unique, bon. Le budget dans les mêmes normes. Et il ne faut pas aller plus loin. Parce que le budget, le détail du budget reste une prérogative nationale. Je prends le mot national, je dirais presque culturel. La part à faire pour l'éducation, pour la santé, pour les actions sociales, culturelles, il est normal que les populations en débattent, c'est normal. Mais elles doivent le faire sous un plafond. Et donc, ça a été décidé, ça a même été voté, en réalité, messieurs les sénateurs, ça a été voté sous la présidence de Sarkozy, et qui a été repris sous la présidence actuelle de Hollande. Donc, il y a des plafonds que nous ne respectons pas. Mais il faut que le prochain président et son équipe s'engagent dans un réalisme plus conforme à la tradition historique française, c'est-à-dire annonce qu'il appliquera les engagements de la France.
Si on a l'intégration budgétaire, la fiscalité et la dette, on peut avoir ensuite une solidarité financière, parce qu'il faut savoir que dans tous les continents, il y a des pays riches et des pays pauvres, même si la législation est la même. Et les grands pays assurent un équilibre entre les régions riches et les régions pauvres. Alors comment faire? Aux États-Unis, ça se fait par la prise en charge par la fédération de certains types de dépenses. Par exemple, toutes les grandes dépenses de transport ou toutes les subventions à l'éducation sont de niveau fédéral et donc expriment la solidarité. Il faudra voir en Europe qu'est-ce qu'on considère comme un élément de solidarité et pour lequel il doit y avoir un financement commun. La démographie humaine, je crois que de 2 à 9 milliards. Oui. Et vous disiez, si ça existait dans l'ordre des plantes ou d'un autre règne, ça surprendrait. Oui, ce qui est curieux, c'est que les grands personnages de notre époque ne s'en occupent pas. Or, la plupart des problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire l'accumulation des déchets, la consommation d'énergie, c'est proportionnel à la population. Donc si on était encore 2 ou 3 milliards d'habitants, on aurait peu de problèmes. Mais comme il y a eu cette explosion démographique qui va encore continuer, pensez que nous dépensons, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, parce que nous avions parlé de l'Europe, mais nous dépensons environ 57% de notre PIB en dépenses publiques. Comment voulez-vous que cela permette à un grand pays de développer une économie contemporaine? C'est impossible. Donc il faut revenir à une position plus réaliste, ce que dit d'ailleurs le nouveau ministre de l'économie. Humainement, Macron, ce côté littéraire qu'il a, vous vous y reconnaissez aussi, cette jeunesse, ce côté littéraire? Les époques ont changé, en fait. Le changement du monde est la chose la plus importante à l'heure actuelle. Moi, c'était dans la continuité. Macron, c'est dans la nouveauté. Il est plus neuf que vous? Non, il est tourné vers la nouveauté. Moi, j'étais dans la continuité. Ma devise, je l'ai dit, c'était le changement dans la continuité. Alors lui, c'est le changement dans la nouveauté. C'est pas essentiellement différent, naturellement, mais culturellement différent. Mais l'effet de la jeunesse, chez lui comme chez vous, ça peut être quoi? La disponibilité physique, la vitalité, la liberté, le sens du risque. Le culot? Oui, vous appelez ça le culot si vous voulez. Moi, j'appelle ça le sens du risque. Bon, c'est plus adapté. Cette impression qu'on a chez lui qu'il ne doit rien à personne, qu'il y a une forme de liberté. C'est une forme de liberté. Ouais. Ça, c'est une grande qualité au pouvoir? C'est une grande qualité au pouvoir, de ne devoir rien à personne. Première réaction au micro de RMC, les toutes premières réactions à Chamalières, la ville donc de Valéry Giscard d'Estaing, dont le septennat a transformé la France. C'est ce que dit Emmanuel Macron, qui salue un président réformateur, et c'est ce qu'on retiendra de lui, Aurélien Manuel. Parcours d'une extrême brillance, vous rappeliez le rôle que vous avez donné le général de Gaulle, il disait « vous êtes le meilleur argentier ». De Gaulle, c'était une admiration intégrale? Intégrale. C'est le grand homme? Une admiration, un étonnement, parce que c'était un personnage extraordinaire, avec une mémoire extraordinaire, des intérêts matériels absolus, une vision historique partant d'assez loin dans le passé, essayant de se projeter vers l'avenir, donc c'était un personnage extraordinaire. Et il était tellement intimidant qu'au début, je n'osais pas m'adresser directement à lui. Je ne pouvais pas dire « pensez-vous que, savez-vous que ?» Je faisais des phrases contournées de façon à marquer le respect que j'avais pour lui. Il y a cette légende. Est-ce que c'est une légende de Gaulle qui avait une admiration pour vous très forte, intellectuelle, mais disant « le seul problème de Giscard, c'est le peuple ». C'est une phrase qu'on lui a prêtée souvent. Est-ce qu'elle est vraie? Oui, bon, ça fait partie de ces phrases inventées qu'il ne m'a jamais dites, et donc je ne sais pas s'il a pu le dire à d'autres. Mais d'abord, c'est une phrase, dans ce cas-là, inexacte. Parce que pendant ma présidence, sauf 2 mois, les sondages ont été toujours au-dessus de 60%. Eh bien, cherchez dans le monde moderne des présidents ici ou là qui ont, sur la longue durée, des sondages de plus de 60%.
Vous pensez qu'il restera une trace de Giscard dans l'histoire de France ou pas, Catherine? Écoutez, pour ceux qui aiment l'histoire, oui. Pour les jeunes générations, je ne sais pas. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, l'avortement, l'autorisation de l'avortement, c'est lui. Les premières allocations pour les femmes célibataires, c'est lui. C'est et puis l'Europe sur le terrain européen, l'élection du Parlement européen, suffrage universel, c'est lui qui l'a imposé aux Européens. Il a fait, je veux dire, la nouvelle constitution européenne, c'est lui. Enfin, sur le plan européen, c'est des choses qui resteront. Réfléchissez à ce que l'Europe a déjà parcouru un demi-siècle et qu'elle a créé le marché unique et la monnaie. Je crois qu'on peut lui proposer un nouveau de 20 ans pour terminer l'intégration économique et financière. 20 ans, c'est un délai où il y aura 4 présidents de la République en France, ou 2 s'ils font des mandats de 10 ans. Il en va de même pour les parlementaires. Et c'est une durée dans laquelle un État qui peut reconnaître son existence. Et cela devrait être l'enjeu essentiel de la prochaine élection présidentielle française. C'est une illusion de croire que cet enjeu, comme l'indiquent un peu les candidats et comme l'espèrent un peu les électeurs, c'est un enjeu de distribution. Ce n'est pas un enjeu de distribution. C'est un enjeu de rétablissement et d'avancée, en fait. Et la France a davantage besoin d'un homme d'État que d'un président de la République. Et l'image que vous aimeriez qu'on garde de vous, l'image la plus forte, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à dire. Oui. Mon arrivée au pouvoir en 74. Oui. Et la campagne, d'ailleurs, a été en effet filmée. C'était une copie de ce que faisaient les Américains. Kennedy avait fait faire un film sur sa campagne. Pour lui. Pas pour les salles. Pour lui. Donc, moi, c'était pareil. J'ai voulu faire un film sur ma campagne pour moi. Je l'ai entièrement financé par mes propres moyens. J'ai choisi la petite équipe, ils étaient 3, dont d'ailleurs quelqu'un de tout à fait de talent comme caméraman. Et ils ont eu comme unique responsabilité de me suivre et de prendre des images. Alors c'est parmi... On était plus pur, alors que le peuple, lui, le peuple qui était dans les campagnes, eh bien lui, il avait là le teint basané, il était bronzé, on dirait. Le peuple français revendiqua fièrement être de sang impur, de la même qui revendiquait d'être sans culotte. Et donc c'est ainsi qu'il faut comprendre qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ça veut dire que le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang la terre de France pour défendre sa liberté et la République. Quand je pense à ce scandale que représentent tous ces ignorants qui ne cessent de culpabiliser les Français sur la Marseillaise en disant il y a des propos racistes, c'est pas des propos racistes, c'est tout l'inverse. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 plus loin peuvent nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 plus loin peuvent nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 plus loin peuvent nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 plus loin peuvent nos sillons. Que cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, c'est faire dès longtemps préparé. Français pour nous, ah quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer,
de rendre à l'antique esclavage. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Quoi ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers? Quoi ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fils guerriers? Grands dieux par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient. De vils despotes deviendraient les maîtres des destinées. Tremblez tyrans et vous perfides, l'opprobre de tous les partis. Tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Tout est soldat pour vous combattre, s'ils tombent nos jeunes héros. La France en produit de nouveau, contre vous tous prêts à se battre. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire que le sang de nos propres martyrs est prêt à couler pour libérer la terre de France. C'est ça que ça veut dire, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Françaises en guerriers magnanimes, portez ou retenez vos coups. Épargnez ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous. Mais ces despotes sanguinaires, mais ces complices de bouillés, tous ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons, marchons, cassons un peu par un océan. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de l'évangile et de les suivre. Amour sacré de la patrie, qu'on lui soutient, nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mains accents. Que tes ennemis expirent. Vois ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens formés vos bataillons, marchons.